Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro consacré à la mangrove. Aujourd'hui, pour une fois, je vous emmène à Nouméa pour vous faire découvrir une association qui œuvre toute l'année pour protéger les derniers palétuviers de la ville. Mais avant tout, sachez que l'un des plus grands rassemblements des oiseaux de la mangrove se trouve dans notre capitale. Nous allons donc suivre un passionné de la Société calédonienne d'ornithologie pour en savoir plus. Mais sans plus attendre, je vous invite à venir avec moi sur un tout nouveau sentier de découverte en pleine mangrove urbaine. Ouais Ali, c'est tout de suite sur NCTV. Bonjour Monique. Salut Théa. Ça va bien? Ça va? Ça bosse dur, hein? À fond la caisse là. Voilà. Ah ouais. Bonjour les garçons. Ça va? Une partie de Oui. l'équipe. Bon garçon. C'est bon. Garçon des Gaillacs. Alors je vois que c'est le grand nettoyage. Ouais, on est obligé, ouais. Ouais. On est en train d'attaquer le dur là. Et pourquoi spécialement ici? Ici, parce que disons qu'on est confronté à énormément de lianes, d'espèces envahissantes qui, si tu veux, gagnent la mangrove. Et puis voilà, c'est-à-dire les palétuviers après sont étouffés. Donc on a fait un travail il y a quelques années d'enlever, d'arracher toutes ces lianes pour la préserver. Et là, il faut à tout prix qu'on empêche que ça redescende. Donc voilà, une ou deux fois par an, c'est un travail qu'on fait, si tu veux, pour empêcher ces lianes de continuer. D'atteindre les palétuviers. Voilà, ouais. Sinon on perdrait le bénéfice de tout notre travail, C'est tout ce qu'on a fait depuis 8 ans qu'on est dessus. Donc ça fait depuis 8 ans que ce projet est mis en place. Il y a qui participe dans ce projet? Qu'est-ce qui a été fait? Disons qu'il a été fait beaucoup de choses, mais par contre on a commencé, on est toujours d'ailleurs deux associations, donc avec l'association des Gaillacs, avec le président Georges Junior, qui a donc démarré le travail un petit peu avant moi, puisque lui il a travaillé sur le 6e. Et si tu veux, moi j'étais sur Rivière-Salée, puisque j'habitais Rivière-Salée, je travaillais un petit peu avec la maison de quartier. J'avais commencé à faire une petite expo pour essayer de sensibiliser les gens à la mangrove. Donc voilà, on a décidé tous les deux de faire un projet, de monter un projet ensemble. L'union fait la force. Donc voilà, on a créé SOS Mangrove Rivière-Salée. Quand on a fait la journée mondiale de l'environnement en 2010, ça a été le plus gros, je pense un des plus gros travail qui a été fait de nettoyage. Et donc c'était destiné c'est-à-dire à ouvrir, à faire connaître la mangrove au public et donc de créer un sentier découverte qui est en train de se faire, qui n'est malheureusement pas fini, mais voilà, on essaye de maintenir propre. Monique, tu peux me faire découvrir ce sentier s'il te plaît? Pas de problème, on va y aller. Écoute les garçons, je vous laisse. Je vais faire voir à Cédric un petit peu le travail qu'on a fait, je vais lui faire découvrir tout ça. Puis on se retrouve après. Ok? Olé. Allez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Là on est à l'entrée, tu vois. Donc la partie que l'on a replantée, il fallait maintenir à tout prix le terrain parce que c'était vraiment quelque chose qui tombait continuellement. Donc on a mis des espèces assez rustiques. Maintenir le sol? Pour maintenir le sol, pour pas que ça envahisse, et pour pas que ça dégringole là, parce que cette partie-là, elle était en très très mauvais état quand on l'a pris, il y avait presque plus rien. C'est-à-dire? Les palétuviers étaient morts, étaient en train de crever, dessécher complètement. Et pourquoi ils ont failli mourir? Disons, ils étaient asphyxiés, ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient plus d'eau à l'époque où on a pris la mangrove en main, et donc suite au petit chenal qui a été recréé tout le long, puis trop de passages, donc les gens marchaient dessus sans arrêt, ils crevaient complètement. Donc le fait, nous, d'être intervenus, d'avoir fait ce travail de protection, le chenal avec l'eau, voilà, c'est des palétuviers qui ont tout juste 4 ans à peu près. Donc quand on les a trouvés, nous, ils faisaient quoi à peu près? Ils étaient à cette hauteur-là. Regarde un peu la croissance. Donc ça fait quand même plaisir et ça c'est merveilleux au niveau des abeilles, parce que quand ils fleurissent, c'est rempli d'abeilles. C'est que des Avicennia, c'est une espèce qui se plaît là. Et donc du fait que ce chenal a été refait, retracé, d'ailleurs c'était en partenariat avec la mairie de Nouméa et puis la province, donc ça les a sauvés en fin de compte. Tous les Avicennia le long du chenal et ici ont été sauvés grâce à ça. Ces palétuviers, ils ont poussé tout seuls, vous n'avez rien planté? Rien du tout, tout est naturel. On a laissé la nature faire et elle a bien réussi.
Est-ce que ça vous arrive de replanter des palétuviers? Non, jusqu'à présent, on a toujours essayé que les palétuviers ne reprennent d'eux-mêmes, mais donc bon là, c'est réussi et on a un autre endroit où on a aussi nettoyé et où les palétuviers repoussent tout seuls. Et il y a combien d'espèces ici sur ce site? La mangrove de Rivière-Salée, il y en a 7. 7 espèces différentes. Ouais. 7 espèces différentes. Ouais. Donc elle est vraiment intéressante à ce niveau-là. On a toutes les sortes de palétuviers, le rouge, le blanc, l'aveuglant, enfin tout. Ici devant nous, combien de palétuviers on peut voir? Là, on a 3 espèces. Donc, celui-là, la Vicenia, celui-ci et les gros Rhizophora. Là, voilà. On a 3 espèces différentes devant nous. Là. Tu vois, sur vraiment un petit espace. Donc si tu veux, bon, on va se balader puis on va aller voir les autres là-bas. Je te suis. Allez, en route. Parti. Oh là, super petit coin là. C'est un beau jardin, Monique. Oui, là, ça a été l'occasion de faire quelque chose de bien. Toi, alors, en fin de compte, comme le remblai du cimetière s'est écroulé, enfin, il s'est avancé de plus en plus dans la mangrove et que c'était resté en friche, quoi. Ça n'a jamais été nettoyé. Manioc. Ah bah ça fait déjà la 3e récolte. Hein. Première récolte d'igname, 3e génération de manioc. Les patates douces, c'est pareil, ça donne bien. Tout pousse, on a de la canne à sucre, on a des bananiers. Et en fin de compte, tu vois, on a des avocats derrière. Et en fin de compte, tout pousse. Et ça permet, tu vois, ça fait une barrière entre bon, ben voilà, le remblai là, et puis la mangrove. Ça protège la mangrove aussi un petit peu parce que bon, comme ça, les gens n'ont pas trop tendance à rentrer dedans. Et c'est mis en valeur. Puis bon, bah, les garçons, ça les occupe aussi. C'est l'occasion de... Voilà quoi. Ils sont impliqués dans quelque chose. C'est notre jardin canac à nous. Et puis voilà. Donc bon, quand on récupère les légumes et les fruits, bon, bah, on se partage et c'est tout. Quoi. C'est pas... On fait pas de commerce, nous, hein, du tout. Hein. C'est pas le but. Bah, ça nous a donné une idée, c'est-à-dire que bon, voilà, nous on l'a bien défriché et puis comme la terre est bonne, bah, avec les garçons on a eu l'idée de faire un jardin. Ah bah tiens, je vois qu'il y a des petites pousses de... De Vicenia. Au mètre carré, tu as à peu près une centaine de petites repousses là. Mais ça, c'est depuis qu'on a nettoyé. Hein. Regarde, bon, tu as les fougères qui ont repris de plus belles. Ceux-là ouais, ça. Fougères bon, de mangrove. De mangrove. Ça, c'est les papyrus. Bon, le papyrus, c'est vrai que c'est tant soit peu une espèce envahissante, mais enfin, pour l'instant, on les laisse. Ça pousse bien, ça protège bien, ça tient le terrain. Ouais. Ça permet bon, aux oiseaux de venir se rapprocher puis d'être aussi protégés dedans, de se cacher. Donc tout ce qui est petit échassier qui vit derrière, là, les petits râles, les canards, les poules d'eau. Et en plus, ils se réfugient à l'intérieur. Ils se réfugient dedans, ouais. Pour eux, ils sont bien protégés parce qu'avant, il n'y avait plus rien là. Donc pour eux, ils sont contents. Hein. Ils aiment ça. Hein. Tu me parles d'oiseaux. Depuis qu'il y a eu ce changement, depuis que vous avez changé un peu la donne, est-ce que tu as vu des nouvelles espèces arriver? Nouvelles espèces, non, mais par contre, bon, on en voit plus souvent maintenant bon, dans les arbres à droite à gauche. Même là, souvent, on est en train de travailler, on voit une tête qui sort, qu'avant, on ne les voyait pas du tout. C'était assez désertique avant, si tu veux, donc pas moyen de se cacher, rien du tout. Tandis que là, ils sont autour de nous régulièrement, on les entend, de temps en temps, on les voit. Et donc, moi, je laisse la végétation reprendre sa place, et puis c'est tout, tout se fait naturellement. Hein. Et les oiseaux, on trouve des nids partout, hein, de toute façon. Quand on avance, des fois dans les arbres, on les trouve. Donc, ils ont repris leur place, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment la nature à l'état pur. La végétation, elle fait ce qu'elle veut, et les oiseaux aussi. En parlant d'oiseaux, on va aller retrouver un ornithologue, pas très loin d'ici, au parc de Rivière-Salée. Vous allez voir, vous allez tout savoir sur les oiseaux de la mangrove. Regardez. Rivière-Salée, c'est une ancienne mangrove. Hein. C'est quelque chose. Tout le quartier a été urbanisé par les Américains. Donc a été en partie comblé. Nous reste des reliquats de mangroves
par-ci par-là, la mangrove du 4e kilomètre, hein, la mangrove de Ducos. Il y a toute une circulation d'eau dans le quartier qui se fait, qui est un mélange d'eau usée, d'eau pluviale, d'eau recyclée par la station d'épuration, d'eau de mer, qui a eu le temps de se mélanger à toutes les eaux possibles et imaginables pour remonter jusqu'ici. Là, ce sont les petits cormorans noirs. Petits cormorans noirs, on a eu des effectifs qui ont bien remonté sur les mangroves de Nouméa. Et là, il doit y en avoir 30 ou 40 qui attendent en fait le changement de marée, c'est-à-dire le début de marée montante, pour aller pêcher les tilapias du plan d'eau du jardin public de Rivière-Salée. Là, sur le même arbre, on aura surtout du petit cormoran noir, mais on peut aussi avoir une espèce discrètement plus petite qu'on appelle le cormoran pie et qui est noire et blanche, avec un joli bec jaune. Ce sont des oiseaux pêcheurs, mais ce sont des oiseaux plongeurs. Donc pour favoriser cette pêche en plongée, leur plumage va prendre l'eau. C'est-à-dire qu'ils seront plus lourds dans l'eau, ce qui leur permet de palmer comme un plongeur avec ses plombs. Les cormorans, et en particulier le petit noir, peuvent avoir une pêche communautaire. C'est-à-dire que tous les cormorans d'un seul coup vont plonger en même temps de façon à augmenter leurs chances de capture. Un peu comme un filet qui d'un seul coup se met dans l'eau et va capturer tous les poissons possibles et imaginables. Seulement, le désavantage de la chose, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leur coup de plonge, ils sont obligés de se percher pour sécher le plumage. Là, ils vont avoir un petit peu de mal pour sécher le plumage, parce qu'on a un gentil petit crachin breton qui s'avance. C'est un oiseau qui est essentiellement piscivore. Piscivore, ça veut dire simplement qu'il se nourrit uniquement de poissons. Donc les amateurs de poulailler, de pigeonniers n'ont aucune crainte à avoir avec ce beau rapace. C'est un rapace qui n'est pas du tout concerné par la volaille. On a la plus haute densité de par le monde de balbuzards. C'est-à-dire que d'ici Nouméa jusqu'à la côte oubliée, on a quasiment une aire. Une aire, ça s'écrit A-I-R-E. Une aire, ça veut dire un nid de rapaces. On a un nid de balbuzards quasiment presque tous les kilomètres. C'est une des plus fortes densités de balbuzards de par le monde. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. On n'arrive pas à reconnaître les sexes. On arrive à peine à distinguer l'immature, le juvénile par rapport à l'adulte. Mais c'est plus une question d'attitude, c'est-à-dire que l'immature va se coller à un adulte, il va piailler, il va réclamer de la nourriture, et de temps en temps, l'adulte va lui faire l'aumône d'un petit peu à manger. En général, la nidification, c'est au mois d'août, et il peut y avoir 2 ou 3 œufs. En général, il restera 2 aiglons dans le meilleur des cas. Bien souvent, il restera qu'un seul aiglon. En tribu, sur la côte est, le balbuzard, il est respecté. Tout simplement parce qu'il nous donne un petit peu l'horaire des marées. Et en général, il commence à donner de la voix quand la marée monte. C'est assez curieux parce qu'ils ne sont pas extrêmement farouches. Donc il faut vraiment en faire beaucoup pour arriver à l'effaroucher. Donc je suppose que si je fais un triple saut périlleux en hurlant comme un fou, ça aurait un effet néfaste. Mais si je marche normalement, calmement, si je fixe, comme beaucoup de prédateurs, si on fixe son attention dessus, ils ont tendance à sentir le regard. Mais les gens des tribus les gens des tribus côtières vivent avec les balbuzards, ils ne s'en occupent pas et les balbuzards ne s'occupent pas d'eux et tout le monde vit tranquille. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble avec les oiseaux côtiers.
canard de surface, en Nouvelle-Calédonie, on a essentiellement deux espèces. Le gros canard à sourcils, avec ce maquillage à l'égyptienne, donc ce sourcil qui englobe l'œil, une face relativement claire, un corps relativement sombre et un miroir alaire. Le miroir alaire, c'est une petite tache lumineuse qui apparaît lors du vol de l'oiseau, un miroir alaire bleu. La sarcelle est aussi un canard de surface, plus petit, la tête est plus ronde, l'œil rouge, presque en bouton, le bec bleu et le miroir alaire est blanc et il est clairement visible en vol. Comme il y a beaucoup de dérangements, il y a beaucoup d'enfants qui circulent, la nidification elle-même, elle se fera dans la mangrove. Et on voit les sarcelles nous ramener les canetons après. Mais j'ai rarement vu des naissances ici sur les bords. Il y a trop d'enfants qui circulent sur les rives. Pour avoir une bonne saison de reproduction, il faut s'assurer d'un apport alimentaire relativement continu et d'une sécurité. Si on a une saison très sèche, on a des gros regroupements de sarcelles et de canards à sourcils, mais ils ne vont pas se reproduire parce qu'ils n'ont pas le substrat alimentaire et ils n'ont pas leur cachette habituelle pour cacher leur nidification et le début de nidification parce que les canetons, l'œuf et les canetons sont très vulnérables. Donc ce qu'ils aiment bien, c'est corréler et la saison chaude et la saison des pluies. Donc mois d'août, septembre, en général, c'est une bonne corrélation. C'est-à-dire qu'on commence à avoir suffisamment de plans d'eau disponibles et suffisamment de cachettes disponibles, avec un substrat alimentaire à suffisance pour mener à bien l'élevage des canetons. Le bihoreau canal est un superbe petit héron, non, un héron de taille moyenne, de teinte plutôt claire, avec un beau dos de couleur cannelle, une coiffe noire, un bec assez important, qui noircirait quand il est en période de parade. C'est un immature, c'est plus un juvénile, c'est un immature de l'année dernière celui-là. Donc c'est un adolescent si tu préfères. Et là on arrive à voir les deux plumes blanches de l'adulte qui sont relativement courtes par rapport à l'adulte, derrière la coiffe noire. Le bec n'est pas encore entièrement noir. Et là il est en posture de chasse, il est à l'affût. Il est capable d'absorber, de gober des tilapias de taille adulte sans trop de problèmes. Là, par exemple, si vous avez une belle marée sur une pleine lune, il va avoir une activité nocturne. Il adapte son rythme au rythme des marées ou des opportunités alimentaires. Si d'un seul coup, il y a une grande marée qui libère et qui piège des tilapias, il sera diurne ou nocturne en fonction de l'heure de la marée. La période de début de reproduction où il peut parader, c'est plutôt la fin de la saison froide, août-septembre. Et phénomène particulier, c'est que les pattes, qui sont normalement jaunes, peuvent devenir rouges tellement il y a de poussée hormonale. Mais ce n'est pas tous les individus. L'important pour l'observation, c'est toujours, que ce soit pour la photo ou pour la jumelle, pour une bonne identification ou une bonne photo, c'est la même chose. Avoir le soleil dans le dos. Avoir un plan d'eau et être à moitié caché par rapport à ce qui pourra arriver dans l'axe du plan d'eau. En espérant qu'il y ait un canard ou que dans les roseaux, il y ait quelque chose qui se distingue. Et ici, c'est la porte d'entrée de pas mal d'espèces qui se sont auto-introduites. Donc on a eu des spatules qui avaient été signalées à l'île des Pins. Il y en a une qui est venue s'égarer jusqu'ici au parc de la Rivière Salée et elle était posée quasiment là. Le petit blongio, c'est un tout petit héron. Quand il se déplie, il fait la hauteur de mon coude, mais souvent il est replié, donc il fait à peine cette hauteur-là. Et il est très mimétique avec les roseaux. Il est tellement sûr de son camouflage qu'il lui faut un certain temps pour découvrir qu'on l'a découvert. Donc il va rester immobile tranquillement en jouant au roseau. Sinon c'est un peu amusant. Mais vraiment la même teinte que les roseaux quand ils sont à moitié morts comme à cette saison-ci.
La mangrove, elle existe de par le monde sous des formes différentes, mais elle existe aussi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que pour autant on ne doit pas la respecter? Si, on doit la respecter. Elle fait partie d'un ensemble, ce qu'on appelle la biodiversité. Les canards font partie, les hérons en font partie, les râles font partie de cette biodiversité de la mangrove et des plans d'eau en général en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas parce qu'ils se portent bien qu'il ne faut pas les respecter. En particulier, ces havres de paix relative que sont, par exemple, ce plan d'eau, situé en zone urbaine, qui pourrait être, pour les écoles environnantes, tout à fait un tableau vivant de ce qui se passe en un milieu humide. Sans pour autant sortir de la ville, on peut voir énormément de choses en restant chez soi. Et concernant cette mangrove urbaine, au tout début, tu m'as dit que vous avez ramassé en 2010 environ un peu plus de 2 tonnes, c'est ça, de déchets. Et, en gros, comment on fait pour préserver cette mangrove? Disons que c'est un travail de tous les jours. Bon, tu as des déchets solides, ce qu'on appelle, donc voilà, tu as un exemple. Ça, on est en train de ramasser tous les jours, c'est-à-dire, toi... Papier, bouteilles... Papier, bouteilles, canettes, donc ça, c'est tous les jours, tous les jours. Et puis, bon, on a aussi une pollution, nous, on surveille ce qu'on appelle les pollutions liquides, c'est-à-dire ce qui arrive dans la mangrove, qui est évacué, si tu veux, des différents quartiers. Et donc, on a des endroits qui sont pollués par ou des produits chimiques ou des eaux pas traitées. Problème de pollution et de pas assez de stations d'épuration, heureusement qu'elles sont là, quoi. Moi, je trouve que pour la rivière Salée, c'est ce qu'on appelle le poumon vert de la rivière Salée. C'est la seule zone comme ça, 30 hectares de verdure qui reste au milieu d'un quartier immense comme la rivière Salée. Je trouve que c'est génial, il faut la protéger, quoi, toi. Comme les autres mangroves urbaines de Nouméa, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je crois que je te dis, Nouméa, c'est une seule ville au monde où on a 400 mangroves comme ça, urbaines, qui sont encore en vie, quoi. Il est temps de les protéger, de faire quelque chose. Faire attention, quoi. Faire attention, et pour moi, le côté positif de la chose, c'est un atout qu'on a pour la ville, quoi. Mais bon, il faut savoir si on veut le valoriser ou pas, c'est tout. Et ils ont à peu près quel âge, celui-là, les réseaux gros, là, forêts, ouais. je pense qu'ils prennent un siècle à peu près, hein, vu la taille des racines. Quand même. Ah oui, un siècle. Oui, ouais. Ça, c'est des arbres qui n'ont jamais bougé hein, depuis que la mangrove existe. Hein. Bon, là, on arrive au gros problème, nos espèces envahissantes, les lianes. Voilà. Donc, tu vois, tout ça, on se bat contre tout ça. Donc, c'est mélangé entre elles, il y a plusieurs espèces, on en a 5. Ça manque pas. Non, mais on n'a que ça, tout le long, c'est ça. Et combien d'espèces vous avez? 5. 5 lianes. 5 lianes, ouais. Et en fin de compte, ce sont des lianes en fin de compte, qui envahissent sous Nouméa. T'en as partout. Partout. On ne s'inquiète pas, les gens ne s'inquiètent pas. Et ces lianes, ils peuvent étouffer un palétuvier? Ah oui. Celles qui sont là maintenant, on les avait, elles montaient elles entouraient tous les palétuviers jusqu'en haut. Hein. Ah, oui. Ici, tu ne voyais pas le jour, hein. Tout était recouvert. Hein. Donc, tu as fait un peu le travail qui a été fait. Wow. Bon, maintenant, on arrive à les maintenir là, de ce côté-là, mais tout ça, là, c'était recouvert, tu ne rentrais pas dedans. Ils étaient enroulés partout dans les palétuviers, là. C'était un travail de bagnard, c'est dingue, le boulot qui a été fait. C'est important de garder ce sentier propre. C'est la seule barrière. Ouais. Voilà, tous les jours, là, notre travail. Du courage. Hein. Oui. Bon, là, tu vois, c'est comme ça, c'est le système pour arriver à... Pour brûler les lianes. Pour brûler les lianes, toi. C'est la seule façon de faire, toi. Ouais. Donc, voilà, toi, là, c'est à peu près 50 mètres qui ont été faits ce matin, pour les garçons. C'est des zones difficiles, quoi. Bon, écoute, toi, les garçons, ils travaillent. Écoute, si t'es partant pour leur filer un coup de main, je te file le sable. Voilà, si tu veux aller leur filer un coup de main, vas-y. Allez, moi, je vais bien. Bon. Je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Oui. Très beau le projet, les garçons. Moi, je viens vous aider. Participer un peu. Ah, donc, voilà. Ah, prochaine. Mais sinon, il y a
Ah, on ramasse les saletés. Puis on descend comme ça. Couper les lianes en descendant. En descendant, ok. Avant d'attaquer, Maël, est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui t'a poussé à faire ce travail? C'est pour protéger la mangrove, avec les animaux qui sont dedans. Puis sensibiliser les jeunes, pour éviter qu'ils font des tas de kilomètres pour aller voir une mangrove, alors qu'il y en a ici, sur Nouméa, en milieu urbain. Olé, j'attaque vers où? En descendant comme ça. Ok. Et voilà, Oui Harry, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, bien sûr. Et pour nous, on se retrouve dans un prochain numéro. Allez, tata. Sarcelles, c'est une banlieue de Paris. Regarde, ça servira pour le bêtisier. Ouais, on va le garder pour le C'est pas vrai, quoi. J'y ai pensé carrément, quoi. Toi, t'as allé pour le bêtisier.